Enquête exclusive vous fait découvrir ce soir le travail des hommes de la division nationale antiterroriste, la DNAT. Ce sont des policiers d'élite qui enquêtent dans le plus grand secret sur les réseaux islamistes, les nationalistes corses et les basques d'ETA. C'est une première à la télévision. Ils ont accepté que nous les suivions au quotidien pendant plusieurs mois, alors qu'ils s'apprêtent à porter un coup sévère à l'ETA, l'organisation indépendantiste basque. Opération de surveillance, écoute téléphonique, filature, interpellation. Les hommes de la DNAT sont obligés de préserver leur anonymat pour éviter des représailles. Face à eux, il y a des hommes et des femmes extrêmement déterminés et violents, après des années de vie clandestine et d'attentats. L'ETA a provoqué la mort de plus de 800 personnes au cours de ces 50 dernières années. L'organisation a décrété un cessez-le-feu il y a 2 mois, mais les experts restent très prudents. C'est encore une fois un document inédit que nous vous proposons ce soir dans cette émission. Document inédit sur la lutte antiterroriste, mais aussi sur les modes de fonctionnement, la psychologie d'une des plus vieilles organisations terroristes, l'ETA. Ceci à l'heure où le terrorisme constitue une menace mondiale, permanente et multiforme. C'est un reportage de Xavier Deleu et Mathias Quincé pour TSVP Productions et Enquête exclusive. Depuis 15 ans, des policiers spécialisés traquent les terroristes cachés sur le territoire français et tentent de les interpeller avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Les menaces sont multiples et le danger réel. 4 morts, une quarantaine de blessés, dont 16 graves, dans un Attentat islamiste au cœur de Paris en 1995, 10 morts et 200 blessés. qui est mise en place lors de catastrophes ou d'attentats. Puissance de la charge souffle. Attentats nationalistes tous les mois en Corse qui frappent des bâtiments ou des personnalités. Jamais le terrorisme en Bretagne n'était allé En aussi Bretagne, loin. attentat séparatiste en avril 2000, Ce matin. 1 mort. Au Pays basque français, attentat indépendantiste contre les symboles de l'État ou contre des chefs d'entreprise. Le groupe terroriste le plus ancien, c'est ETA. 825 morts et plus de 1000 blessés depuis 1968, en France et surtout en Espagne. Une organisation armée qui défie les polices depuis près de 40 ans et qui a encore posé 10 bombes depuis le 1er janvier. ETA comme Euskadita Askatasuna, 3 lettres qui signifient Pays basque et liberté. Un groupe armé créé au nom d'une revendication politique, l'indépendance du Pays basque espagnol, français et de la Navarre, réunis dans un seul et même pays marxiste-léniniste, l'Euskadi. Malgré le cessez-le-feu proclamé en mars, ETA reste un des groupes les plus surveillés par les polices antiterroristes et les renseignements généraux. En France, la répression du terrorisme est dirigée par la Direction centrale de la police judiciaire, au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Nous avons rendez-vous à la DNAT, la Division nationale antiterroriste. Nous sommes la seule équipe de télévision à entrer dans ces locaux. De chaque côté de ce couloir, des dizaines d'hommes et de femmes, anonymes, qui luttent contre le terrorisme corse, islamiste, breton et basque. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Ces informations sont totalement confidentielles. Nous ne le saurons jamais et vous ne verrez pas leur visage. Le chef de cette section antiterroriste, c'est Frédéric Vaux. Il dirige depuis 5 ans ce service de police ultra secret et il a accepté pour la première fois de lever un coin du voile sur l'antiterrorisme en France. Donc on a commencé, on était dans la partie qui s'occupe un petit peu plus du terrorisme corse. Là, on va rentrer dans la partie qui traite du terrorisme international, en particulier de l'islam radical. Le chef, je vois c'est le bureau du chef ici. Voilà, ils sont en réunion, il y a une réunion hebdomadaire sur les dossiers. Tu travailles sur quel groupe terroriste là? À la mesure où ce sont des enquêtes en cours qui ne sont pas encore terminées, on ne souhaite pas faire état du travail mené par cette section.
Donc on arrive dans la partie qui traite du terrorisme basque, avec notamment tout ce qui est relatif à la documentation du groupe basque. Dans cette salle, des documents essentiels récupérés sur le sol français, car la France est depuis toujours la base arrière de l'organisation. C'est sur tout le territoire que se cachent et s'entraînent les membres de l'ETA. On les appelle les étaras. Ce fascicule saisi par la DNAT sert à former les commandos aux techniques de l'attentat. Là-bas, c'est vraiment la formation des parfaits terroristes. Vous voyez que c'est quand même assez bien élaboré, avec de la couleur, une présentation assez claire. Alors, on trouve notamment les descriptions des différentes armes utilisées par l'organisation, aussi bien pistolet mitrailleur que fusil, que les différentes armes de poing. Et un peu plus loin, les bombes, le système de bombes lapin, c'est-à-dire que c'est les bombes qui sont en général placées sous les véhicules et télécommandées à distance. Et ça fait beaucoup de morts, ça? En Espagne, ça fait beaucoup de victimes du terrorisme de l'ETA. Si les victimes sont en Espagne, les attentats sont presque tous conçus et organisés sur les territoires français. Frédéric Vaux va nous présenter les hommes qui traquent les étaras cachés en France. Là, on arrive au groupe d'appui opérationnel de la DNAT, qui travaille essentiellement, mais pas uniquement, sur le terrorisme basque. C'est la première équipe de journalistes qui vient ici. Vous serez sans doute la dernière aussi, en tout cas je l'espère, parce que c'est une partie du travail qu'on hésite à montrer. Donc évidemment, les visages des fonctionnaires qui travaillent ici ne seront pas visibles. Pas visibles et pour cause, 360 policiers sont morts des deux côtés de la frontière sous les balles de TA. Alors pas question de donner le moindre indice sur leur identité. Aujourd'hui encore, la cible principale du groupe basque, ce sont des policiers. L'organisation terroriste exploite toutes les possibilités pour chercher de comprendre le travail de la police, notamment l'identité des fonctionnaires. Et là, c'est un document qu'on a découvert au cours de perquisition. Des photos de policiers que se sont procurés les étaras et qu'ils ont toujours sur eux pour déjouer les surveillances. Mais l'extrême discrétion de ces hommes leur a permis d'arrêter plus de 80 membres de TA ces 3 dernières années. Parmi eux, plusieurs de ces dirigeants, connus sous leur nom de guerre, Susper, Chapoté, Michelanza et Amboto. Tous vivaient dans le sud-ouest de la France. Un palmarès dont la DNAT est fière. Aujourd'hui, ils acceptent pour la première fois d'amener un journaliste sur le terrain. Car il reste toujours une centaine d'activistes basques sur le territoire français. Les hommes de la DNAT sont sur la piste d'un couple d'étaras présumés cachés en Auvergne, à Montluçon. Une enquête menée sous l'autorité du procureur de la République de Paris. Le patron veut nous faire quelques recommandations avant le départ. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'être d'une discrétion absolue, totale. On ne travaille pas sur des activistes de l'ETA comme on peut travailler sur des Corses, sur des islamistes ou sur des trafiquants de stupes. C'est vraiment, je pense, un des rares domaines où on n'a absolument pas le droit à l'erreur. Et finalement, si ce couple disparaît, on n'a aucun moyen de le récupérer par la suite. Direction Montluçon, en Auvergne, à la recherche du couple supposé de TA. 3 véhicules, nous sommes avec David, le chef du groupe, depuis 2 ans à la DNAT, et son copilote Bruno. Plus de 4 heures de route, mais les hommes ne sont pas très bavards. Très vite, nous comprenons que les policiers nous expliqueront leur méthode le plus succinctement possible. Comment est-ce que vous les avez localisés, identifiés? Donc ça, c'est une partie du travail qu'on ne vous divulguera pas, parce que ça pourrait servir aux gens de cette organisation à travailler encore différemment, à s'implanter encore différemment sur le territoire. Donc on risque éventuellement de retrouver lors des perquisitions votre documentaire.
Donc au moins on donnera des éléments sur la façon dont ils ont été détectés et mieux ce sera pour nous dans les mois à venir et dans les enquêtes à venir. Vous êtes combien à peu près? Un certain nombre. Moins ils en sauront sur le sujet et mieux ce sera. Le couple est localisé en Auvergne depuis 4 mois et demi. Pour des raisons de sécurité, nous changeons de véhicule. Rico de Benoît appelle. Rico de Benoît appelle. Nous entrons dans le centre-ville avec Benoît, depuis 6 ans à la DNAT. C'est Benoît pour Rico. Je voulais savoir, est-ce que la situation est claire sur place dans la rue des Objectifs? Affirmative. Benoît accepte de nous montrer l'impasse où vivent les étarras présumés. Dans le centre-ville. Je vais vous montrer exactement l'endroit. Géographiquement, on se situe une impasse. Par contre, il y a un truc qu'il va falloir faire très rapide quand on va passer devant. Oui. On ne pourra pas s'arrêter. Vous faites attention là, parce que vous voyez la banque là. De chez eux. Là, on est à 50 mètres. C'est cette impasse là à gauche. Nous sommes tout près du domicile des Objectifs, mais Benoît ne souhaite pas s'arrêter. On va faire le tour et on reviendra. Car il ne faut surtout pas alerter le voisinage sur la présence des policiers. On appelle ça se faire manger, dans le jargon de la police. De surveiller quelqu'un, c'est un exercice qui est difficile. De ne pas se faire manger, c'est le plus difficile. Et on se fait manger, non pas par l'objectif qui est à vue, mais surtout par son entourage propre auquel on ne fait plus attention. Ici. C'est donc ici, au fond de cette impasse, à gauche, que se cachent les 2 étarras recherchés par les polices françaises et espagnoles. Mais qui sont-ils et que font-ils ici? La police enquête, mais ne veut rien nous dire pour l'instant. Les hommes de la DNAT craignent que la présence d'une équipe de télévision ne perturbe leur mission. Notre travail va consister à se rapprocher de ces personnes, de pouvoir étudier leur mode de vie, et à partir de là d'être le plus discret possible, le plus incolore et inodore possible. Ces personnes sont extrêmement paranoïaques, ça fait partie de leur formation, elles étudient en fait toutes les personnes qu'elles croisent dans la journée. Si elles sont amenées à croiser ces personnes 2 fois, ça risque de mettre en péril notre dispositif. Donc sachez que même si vous nous suivez, on ne vous donnera qu'une seule chance. Si vous essayez de forcer le talent, on vous dira d'arrêter votre reportage. À Montluçon, personne ne se doute que des membres présumés d'ETA ont trouvé refuge ici, à 600 km du Pays Basque. Et personne n'imagine que des policiers très discrets ont installé un QG à 200 mètres à peine de leurs objectifs. On va se disposer tout autour du domicile des 2 objectifs. Le briefing est l'occasion de découvrir que l'équipe compte au moins 15 policiers, plus ceux qui sont en ce moment même sur le terrain. Leur mission principale, ne jamais perdre de vue leur cible susceptible à tout moment de rejoindre l'Espagne pour commettre un attentat. Par Stéphane. Donc, tout le monde est équipé de radios. Vous avez des radios, les collègues? Le groupe accepte notre présence pendant les filatures. 3 caméras suivront 3 équipes différentes pour observer le dispositif au plus près. Céline travaille sur cette filature depuis que le couple a été repéré en septembre 2005. C'est une surveillance au quotidien, c'est-à-dire à chaque sortie, il y a quelqu'un qui les suit depuis plusieurs mois. Au quotidien, H24. C'est-à-dire, quelle que soit l'heure à laquelle ils sortent, quelqu'un les suit. Exactement. Nous vivons avec eux. Céline s'est positionnée à quelques centaines de mètres des membres présumés d'ETA. Comme tous les jours depuis 4 mois et demi, plusieurs voitures banalisées et quelques hommes à pied encerclent la ruelle. Un policier s'installe dans un bar avec vue plongeante sur l'avenue principale. Une autre équipe de 2 hommes circule à pied près de l'impasse, incognito, et doit prévenir les autres équipes par radio en cas de sortie du couple. David, le chef d'équipe, et Bruno, son adjoint, prennent place un peu à l'écart pour nous expliquer le positionnement de leurs équipes. Le dispositif consiste à jalonner la ville de Montluçon, donc des points de passage obligés pour les individus qu'on surveille.
Donc nous, on essaye de quadriller, grosso modo, toutes les sorties de ce vieux centre-ville, éventuellement des lieux par lesquels il pourrait se déplacer sans véhicule. Donc en l'occurrence, il y a des points quand même névralgiques qu'il est important d'assurer, c'est la gare SNCF, par exemple, qui est assurée quasiment en permanence. Tout à fait. À quelle distance est-ce que vous êtes approché de la cible? La distance la plus proche, ça a dû être une quinzaine de mètres, 15-20 mètres environ. Vous n'avez jamais croisé leur regard? Jamais. C'est un travail de l'ombre. Ce sont des ombres qui chassent effectivement des ombres. Bon, attention, donc il sort. Le couple sort avec la poussette. Ouais, c'est bon. À cet instant, nous découvrons que le couple a un enfant. La police les observe à distance, mais personne ne quitte le dispositif. Par souci de discrétion, les objectifs sont toujours surveillés de très loin. Là, il va prendre Républicain. Comme nous ne sommes là que pour quelques jours et que nous ne faisons pas partie de la mission, la police nous autorise exceptionnellement à aller les filmer de près. L'un de nous fait un détour pour les croiser quelques secondes de face, en caméra cachée. Un couple avec une poussette en apparence très ordinaire. Mais qui sont-ils vraiment ? La police ne veut toujours pas nous dévoiler leur identité. Alors nous sommes allés sur Internet et nous avons retrouvé le visage de l'homme sur la liste des personnes recherchées par la Guardia Civile, la police espagnole. Il s'agit d'un Espagnol, Godzon Aika de Echeandia, 33 ans. En fuite depuis 7 ans, il aurait fabriqué de faux papiers et recruté des membres de TA. Mais nous n'avons pas découvert le nom de la femme. Et la police ne souhaite pas nous dévoiler son identité. Donc la suite pour vous c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que vous espérez? Que cela nous amène à d'autres membres. Car comme on dit, plus on en a, plus on en veut. Et c'est le cas chez nous. Pour en faire tomber d'autres. Tout à fait. Ce soir encore, ils rentrent chez eux sans être inquiétés. La police attend que le couple reçoive la visite d'un troisième activiste, celui qu'on nomme le facteur. Il est chargé de les ravitailler en argent ou de leur transmettre les consignes des dirigeants de TA. La police voudrait le faire tomber, lui aussi. Nous avons voulu savoir comment on vit en clandestinité. Pour le comprendre, nous avons retrouvé à Paris Gabi Muesca, un ancien clandestin de TA, ou plus précisément d'Ipar et Tarak, le commando armé qui sévissait dans le sud-ouest de la France jusqu'aux années 90. À 20 ans, ce fils de gendarme a lui aussi pris les armes pour défendre son rêve d'un Pays basque indépendant. Victor Hugo a dit ça, un basque n'est ni français ni espagnol, il est basque. Point. Le rêve, c'était que, pour faire court, il n'y ait pas une quarantaine de technocrates à Paris et autant à Madrid qui décident de ce qui est bon ou pas bon pour le Pays basque. C'était aussi simple que ça, c'est que ce soit les Basques eux-mêmes qui soient les responsables des décisions concernant l'avenir, le présent et l'avenir du peuple basque. Le rôle de Gabi Muesca était de braquer des banques pour financer l'organisation. Recherché par la police, il a passé 2 ans en clandestinité. La vie en clandestinité, c'est appliquer des règles de clandestinité en permanence, sans faillir, parce que la moindre erreur peut vous valoir évidemment de la perte de la liberté ou pire, la perte de votre vie. Concrètement, c'est connaître des lieux, connaître des chemins qui vous permettent d'avoir plusieurs voitures relais. Enfin, c'est des techniques que tout le monde connaît, y compris la police, mais qui font qu'à terme, vous parvenez à vos fins et que vous faites des rencontres sans la présence de la police ou de la gendarmerie. À l'époque, il était un des hommes les plus recherchés de France. Sa cavale s'est terminée brutalement à Bayonne. J'ai été arrêté une première fois en 1984, le 1er mars 1984. Le militant qui m'accompagnait a été abattu par la police. Il s'appelait Didier Lafitte. C'était un pêcheur de Saint-Jean-de-Luz, un jeune travailleur de la mer.
Je me suis évadé le 13 décembre 1986 de la prison de Pau. Peu après minuit, c'est d'un énorme culot qu'ont fait preuve les membres du commando séparatiste basque venus libérer leurs 2 militants de la prison de Pau. Ce directeur a alors été contraint sous la menace de laisser pénétrer 3 hommes déguisés en gendarmes, puis leurs complices, et d'ouvrir les cellules des 2 détenus. C'est à bord de 3 véhicules que tout le monde s'est enfui. Le commando libérera le directeur, sa fille et son gendre près du camping de Pau, au nord de la ville, avant de disparaître malgré les barrages très vite mis en place. Arrêté de nouveau en juillet 1987, Gabi Mouesca a été condamné à 17 ans de prison. Aujourd'hui, il ne regrette pas son engagement. Il n'a jamais tué personne et il a du mal à considérer que les Étaras sont des terroristes. Ce qui est important lorsqu'on parle de l'ETA, c'est que ce sont d'abord des militants politiques et après, effectivement, qui font usage de la violence politique au travers des armes. Des jeunes prêts à rejoindre la lutte armée, comme l'a fait Gabi Mouesca, il en existe toujours au Pays basque français. Direction Bayonne, à 30 km de la frontière espagnole, une des villes du Grand Pays basque dont rêve l'organisation séparatiste ETA. Nous avons rendez-vous avec Janine Berry, 52 ans, militante indépendantiste et mère de 3 enfants. Il y a 6 ans, sa fille aînée, Laurencha, est entrée en clandestinité pour, disait-elle, défendre la cause du peuple basque. Elle avait 23 ans, elle n'aurait jamais participé directement à un attentat et s'occupait de l'hébergement clandestin de plusieurs Étaras dans la région de Toulouse. Le jour où elle a quitté la maison, elle nous a dit qu'elle partait pour s'engager. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle est rentrée en clandestinité en vous prévenant juste quelques minutes à l'avance, en fait. Quelques minutes. Je savais que c'était un engagement total et je me demandais quand je la reverrais. Moi, ça a été mon angoisse à moi et ça a été très très difficile au départ parce que depuis, j'ai pu discuter avec d'autres familles. Et voilà, on sait que dans le meilleur des cas, nos enfants, on les reverra en prison. Pour nous parler de sa fille, Janine nous amène dans le petit Bayonne. Janine est présidente d'Etcherat, une association de soutien aux familles des prisonniers d'ETA. Sur l'affiche des Étaras incarcérés en Espagne ou en France, elle nous montre le visage de sa fille avant son arrestation dans le Gers. Laurencha a été arrêtée avec 3 autres personnes par la DNAT à Auch. Et bien, on a appris ça aux informations de 8 h du soir par la télévision. Nous sommes ici au commissariat de Toulouse où sont amenés les 3 présumés membres de l'ETA. La fille de Janine a été arrêtée en décembre 2001 en compagnie de 2 présumés responsables de l'appareil militaire d'ETA, recherchés pour plusieurs attentats meurtriers en Espagne. Voilà, et cette photo, je la montre. Janine reste fière de l'engagement de sa fille. Pour nous expliquer le combat de Laurencha, Janine nous invite à rencontrer des indépendantistes dans un bar du Petit Bayonne. À l'intérieur, des affiches indépendantistes, une urne pour un détenu malade et des photos de prisonniers d'ETA, tous français. Janine veut nous présenter Itziar Arrizabalaga, cette dame au blouson blanc. Itziar, 45 ans, a consacré la moitié de sa vie à ETA. Condamnée pour détention d'armes et attentats, elle a retrouvé la liberté il y a 8 mois. Sa photo figure toujours sur la fiche des détenus. Elle accepte de répondre à nos questions, mais en basque uniquement. J'ai passé 18 ans en prison pour avoir été membre de l'ETA. Et la condamnation qu'ils m'ont infligée, c'est pour avoir fait quelques attentats et parce que j'avais des explosifs dans ma voiture. Dans la vie, quand on prend une décision pareille, on en mesure les conséquences. Et aujourd'hui, vous avez toujours des contacts avec le groupe ETA? Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez vraiment m'assurer que vous êtes libre de parler de l'ETA aujourd'hui? Moi?
Non. Je ne peux pas parler librement de l'organisation ETA. Sinon, la police va me remettre immédiatement en prison pour apologie du terrorisme. Il n'y a pas de liberté d'expression au Pays Basque. Janine veut aussi nous présenter une jeune basque espagnole, Larraitz Iparaguirre. Elle ne fait pas partie d'ETA, mais sa sœur a voué sa vie à l'organisation armée. Sa sœur, connue sous le nom de combattante Amboto, s'appelle en réalité Maria Soledad Iparaguirre. C'est une des figures historiques d'ETA. Clandestine pendant 18 ans, responsable des commandos, elle est accusée d'avoir tué 14 personnes lors d'attentats à la bombe. Larraitz accepte de raconter la cavale de sa sœur, en basque toujours. Quand tu choisis la clandestinité, ça signifie que tu romps avec ton entourage. Tu cesses de fréquenter tes amis, de voir ta famille. Quand tu choisis de prendre la clandestinité, tu le fais à la fois pour ta propre sécurité et celle de tes proches. Et moi, quand j'ai revu Marichol à la mi-décembre 2004, elle avait tellement changé, c'était comme si je la redécouvrais. Quand on a connu quelqu'un d'aussi proche et qu'on la revoit tant d'années après, soudain tu la vois en face de toi et c'est comme de rencontrer une inconnue. La cavale de sa sœur s'est terminée le 3 octobre 2004. Ce jour-là, la DNAT et les renseignements généraux arrêtaient une dizaine de personnes dans les Pyrénées-Atlantiques, au cœur du Pays basque français. Parmi elles, Amboto. Elle vivait depuis 5 ans sous une fausse identité à Salis de Béarn, en compagnie de Mikel Anza, le chef de TA. Cette opération a permis de découvrir 3 caches d'armes à quelques kilomètres de là. 32 lance-roquettes, 240 pistolets mitrailleurs, 9000 détonateurs, 130 000 cartouches et 2 missiles sol-air. La plus grosse prise d'armes de l'histoire de la DNAT. Aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de gens capables de donner toute leur vie pour défendre des idées. Et moi, je trouve ça exemplaire. Amboto risque 20 ans de prison, autant que ses 20 années de clandestinité. Retour à Paris, place Beauvau, pour une seconde mission. Une nouvelle équipe de policiers part pour Montluçon, en Auvergne, là où ils surveillent le couple clandestin. 3 voitures vont renforcer le dispositif sur place. Bon, je t'annonce que je viens de partir, là je suis sur la route. Je vais me mettre en place sur le point, donc la circulation elle est vachement difficile, beaucoup de neige et verglas. Un contact devrait avoir lieu entre le couple et le 3e homme. Le facteur, celui qui fait le lien entre les membres de l'organisation. Les policiers pensent avoir localisé ce 3e homme à Clermont-Ferrand, à 100 km de Montluçon. Ouais, pour info, on vient de se mettre en place. Dès 7 h du matin, 6 voitures banalisées sont prêtes à les suivre discrètement si le couple décide d'aller au rendez-vous. Les policiers sont prêts à les interpeller tous ensemble. Début d'une longue attente. Est-ce à cause de la neige? La piste du 3e homme est-elle erronée? Les policiers se sont-ils fait repérer? En tout cas, pendant plusieurs jours, le couple ne sort pas de chez lui. L'attente est interminable. Dans les voitures, on s'occupe comme on peut, mais on ne quitte pas le dispositif. Là, ça fait vraiment une image d'Épinal. Le sandwich dans la voiture, les beignets bien gras. Sébastien et Stéphane, 2 policiers garés à proximité du domicile, commencent à s'impatienter. Il va pas se passer grand-chose, quoi, a priori. Bon, on va peut-être aller faire du ski, non, aussi. Une petite rando raquette. Subitement, le couple sort. On les attendait en voiture, ils sortent finalement à pied. Ils ne vont pas voir le 3e homme, ils vont simplement faire des courses. Nous sommes avec David, le chef du groupe, lorsqu'il apprend par radio que la famille a quitté le domicile. C'est bon, il passe là-bas.
En famille, c'est ça? Nous voulons absolument nous approcher de la femme parce que la police refuse de dévoiler son identité. Équipés d'une caméra cachée, nous allons nous poster à l'entrée du centre commercial en espérant pouvoir les filmer de face. David nous surveille, il craint qu'on se fasse repérer. Lorsque le couple arrive, le policier s'est éloigné pour ne pas être aperçu. Et en effet, l'homme observe tous ceux qui s'approchent de lui. À 3 reprises, il nous regarde. Visiblement, il est sur le qui-vive. Finalement, nous parvenons à être très proches de la femme. Mais nous allons devoir tout arrêter. J'aimerais que quelqu'un prenne le relais. Non, on va arrêter parce que... Car il y a une règle d'or dans la police antiterroriste. Tout enquêteur croisant plus de 2 fois les personnes surveillées doit immédiatement quitter le dispositif. C'est cette règle qui nous est appliquée. David nous demande donc de partir. Il ne veut pas risquer de griller ses équipes à cause de nous. Mais nous avons pu découvrir l'identité de la jeune femme. Il s'agit de Lere Echevarria Simaro, 32 ans. En fait, c'est elle le gros gibier. Condamnée à 7 ans de prison par contumace, elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Elle a grièvement blessé un chauffeur de bus lors d'un attentat au Pays Basque espagnol en septembre 1996. En près de 40 ans, ETA a commis plus de 2000 attentats et tué 825 personnes, principalement au Pays Basque espagnol. Le dernier attentat meurtrier, c'était le 31 mai 2003 à Pampelune. 2 policiers y ont perdu la vie. La plupart des victimes d'ETA sont des policiers, des militaires, des élus de tous les partis, des magistrats ou des journalistes. Au Pays Basque espagnol, la grande majorité des hommes et des femmes politiques, de droite ou de gauche, vivent sous garde rapprochée. On les appelle les cibles humaines. Nous sommes à San Sébastien, à un petit meeting organisé par le Parti populaire, le parti de droite de l'ancien Premier ministre José María Aznar. Dans la rue, une quinzaine de gardes du corps très discrets protègent les élus du parti. Nous avons rendez-vous avec Bolra Semper, élu municipal d'Irún, une ville à la frontière franco-espagnole. À 31 ans, Bolra vit sous escorte depuis plus de 10 ans. Il ne sort jamais sans un ou plusieurs gardes du corps, mais il ne souhaite pas qu'on les filme de près et surtout pas de face. Vous promenez seul dans la rue là en ce moment? Non, je suis accompagné. Accompagné toujours. C'est quelque chose d'inévitable. Vos gardes du corps, ils sont très discrets, non? Oui, ils essaient. C'est ce que je leur demande, ça fait partie du travail. La discrétion, c'est fondamental. Les premières menaces d'ETA, Bolra Semper les a reçues à 19 ans, lorsqu'il était étudiant et déjà membre du Parti populaire. Il avait des gardes du corps et pourtant, il a échappé de peu à un attentat. La police a arrêté un commando terroriste. Ils ont trouvé des documents qui montraient qu'ils étaient sur le point de m'assassiner d'une balle dans la nuque à la sortie des cours. Leur intention, c'était de d'abord tuer les gardes du corps et après, c'était mon tour. Mais comme il y avait du monde et que ce n'était pas clair pour eux, ils ont décidé de ne pas agir ce jour-là. Il est probable que j'avais le terroriste tout près de moi, là, coude à coude. J'ai eu beaucoup de chance, parce que quelques semaines plus tard, la police a arrêté ce commando et ils n'ont pas pu m'assassiner. En menaçant les élus du peuple, ETA fait régner dans la région un climat de peur. Combien de personnes sont parties du Pays Basque à cause des menaces? Une association de victimes a fait le calcul. Ils estiment que 200 000 personnes sont parties pour divers motifs. À cause d'une menace directe, à cause du climat pesant ou par manque de liberté. Bref, ils ont préféré vivre dans un endroit où tu peux avoir ton opinion sans avoir tous ces problèmes.
Au nom du combat indépendantiste, ETA bafoue la liberté d'expression. Le groupe s'attaque aux journalistes basques qui ne partagent pas son programme ou qui condamnent sa violence. C'est ce qui est arrivé à Gorka Landaburu, correspondant d'un des grands journaux espagnols. Voilà ce qu'il disait au lendemain de son attentat. Dès que j'ai ouvert, il y a eu un éclair et je me suis rendu compte que c'était un attentat. Le 15 mai 2001, Gorka a reçu un colis piégé dans sa boîte aux lettres et ne s'est pas méfié. Nous l'avons retrouvé à Saraos, une ville balnéaire près de San Sébastien, où il exerce toujours son métier de journaliste. J'ai ouvert cette lettre qui m'a explosé dans les mains. Hein? Cette lettre contenait 150 grammes de dynamite, volée par l'ETA en Bretagne d'ailleurs, et qui m'a explosé. Je sortais de la douche en plus à ce moment-là, et qui m'a pratiquement sectionné partie de mes mains. Hein, ici on peut voir les phalanges, et puis le pouce, etc. Et j'ai perdu également la vue de l'œil gauche. J'ai eu beaucoup de chance parce que l'explosion a touché pratiquement plutôt le fauteuil de mon bureau plutôt que mon corps. C'est ce qui m'a protégé. Sinon, je ne serais pas là naturellement, car les 150 grammes de dynamite m'auraient tué sur le coup, évidemment. Depuis 5 ans, Gorka vit dans la crainte et ne sort plus jamais seul. Luis, on va descendre. D'accord? Qui est-ce? Le garde du corps, qu'on prévient, parce qu'on sort, et qui va nous accompagner pendant toute la journée. Chez mes anges gardiens, je vois beaucoup plus mes gardes du corps que ma secrétaire, ma propre femme, ma propre famille et mes amis. J'espère que cette histoire va bientôt se terminer parce qu'on vit en semi-liberté, effectivement. On doit tout programmer, on ne peut pas sortir, on ne peut pas acheter son journal tranquillement, aller chercher sa baguette ou même prendre un pot tranquillement avec des amis. Il faut tout programmer à l'avance, il faut changer les itinéraires, etc., etc. Comme Gorka, 2000 personnes vivent aujourd'hui sous garde rapprochée au Pays basque espagnol. Leurs anges gardiens sont toujours là, même pour une simple promenade sur la plage. Gorka Landaburu est un miraculé. La même année, un journaliste et 2 policiers sont morts, assassinés par le même commando. Ceux qui les ont tués et ont blessé Gorka, c'est Susper, un des dirigeants d'ETA, et sa compagne Laïa, chef des commandos opérationnels. Les 2 étaras vivaient dans le sud-ouest de la France et rentraient chez eux après chaque attentat commis en Espagne. Ils ont été arrêtés en 2002 et 2003 par la DNAT. Retour place Beauvau. Dans l'affaire des présumés terroristes de Montluçon, la piste du 3e homme n'a pas abouti. La DNAT n'a donc pas pu remonter plus haut dans l'organisation. Après 5 mois de filature, la police va mettre fin à la cavale du couple. L'arrestation aura lieu dans les 48 heures. En fuite depuis 7 ans, l'homme fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour fabrication de faux papiers. La femme est condamnée à 7 ans de prison par contumace pour attentat contre un bus. Les policiers préparent leur ultime départ pour Montluçon. Steph, Mayou, Timothée, Tony, Stéphane, on va faire un petit point sur Montluçon, là, sur le dossier de Montluçon. Donc on va descendre en renfort des collègues qui sont déjà sur place. Donc on va descendre à 6 personnes, plus 3 personnes qui sont déjà sur place. Stéphane, tu t'occuperas du poste de commandement, hein, comme on avait prévu. D'accord. Si la femme sort seule, je pense qu'on ne procédera pas à l'interpellation. Si l'homme sort seul, on verra. À Montluçon, de chaque côté de l'impasse, les hommes de la DNAT prennent place à pied ou dans des voitures et attendent que le couple sorte pour les interpeller. C'est reçu ça sur ça que... Dis-moi, pour ôter tout doute à tout le monde, parce qu'il y a Seb qui vient de m'appeler là. Qu'est-ce qu'on fait si le mec il sort là? Si le type sort, on le pète. Si la fille sort, on ne la pète pas. Si ça monte sur la poste, c'est nous qui prenons.
si ça part de l'autre côté, c'est Stéphane qui prend. Reçu. Ouais, c'est bien reçu pour David. Bien reçu pour Fred. Les hommes savent que la mission est à risque, car les étaras sortent généralement armés. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de procéder par effraction au domicile? On n'a pas choisi cette procédure parce que le couple a un enfant. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus souple de procéder à l'interpellation dans une rue que dans un domicile à 6 h du matin, avec peut-être un enfant qu'on va effrayer. Lui, il y est pour rien. 8 heures d'attente. Quand, enfin... Le sort avec la poussette. Ouais, c'est bon. Tu entends là? Ouais. Il sort avec la poussette. Dans la bagnole? Je pense que c'est lui. L'alerte est donnée. Les policiers sortent de leur planque et se rapprochent de l'impasse. Ils sont devant la pharmacie. Ils veulent les interpeller loin des regards, avant qu'ils n'arrivent sur l'avenue. Police! Police! Je pense. Le couple est impassible, il n'oppose aucune résistance. Allez, c'est bon, vous circulez s'il vous plaît, allez! Circulez, c'est la police, allez. Le bébé, on va s'occuper de lui, il n'y a pas de problème, d'accord? David prévient son chef à Paris. Allô? C'est bon, ça m'a interpellé. D'accord, d'accord, ça roule. La seule préoccupation de l'homme, c'est son fils dans la poussette. Les petits, allez, non, avec nous, hein? Oui, allez. Il arrive, s'il vous plaît, hein? Pour eux, c'est la fin de 7 ans de cavale entre l'Espagne et la France. La suite aura lieu à l'intérieur du domicile. Les 15 hommes de la DNAT sont sur leur garde. Dans la maison, un étara pourrait être caché depuis des mois sans qu'ils le sachent, car c'est déjà arrivé. Mais finalement, la voie est libre. À l'intérieur commence la garde à vue et la prise des empreintes. C'est le début de la procédure judiciaire. Nous ne sommes pas autorisés à entrer. Mission accomplie pour David. Il y a une interpellation ici, sans bavure, sans risque inutile de prix, en toute discrétion. Aucune résistance opposée, donc c'est en douceur. Quoi. Ils avaient une arme sur vous? Non. À peine 5 minutes plus tard, une seconde équipe de policiers pénètre au domicile du couple. C'est la police scientifique et technique. Ils viennent chercher des traces de tous les individus venus dans la maison depuis que le couple y habite. Cette deuxième équipe attendait à proximité du domicile, mais nous ne les avions pas remarqués. C'est parti pour combien de temps? C'est parti pour la nuit. Tous les objets du couple seront analysés par la DNAT. Les policiers cherchent à savoir si d'autres étaras sont entrés dans la maison, ce qui permettra peut-être de retrouver la piste du troisième homme. On voit des flashs. Oui, parce qu'ils prennent... les techniciens, ça fait partie aussi du travail. Ils fournissent un album photo, des lieux, etc. quoi. Ils prennent des empreintes. Oui, ils essayent de relever toutes les empreintes sur tous les endroits où ces personnes ont pu poser leurs mains ou éventuellement d'autres personnes auraient posé leurs mains. Après une nuit de garde à vue à Montluçon, le couple est transféré dans les locaux de la DNAT à Paris pour y être interrogé. Qu'a-t-on trouvé à leur domicile? Nous avons posé la question à Frédéric Vaux, le chef de la DNAT.
La perquisition a duré toute la journée dans la maison de Montluçon. L'enfant a été confié à un membre de la famille. Et là, la garde à vue va se poursuivre à Paris, dans les locaux de la Division nationale antiterroriste, à la fois par les auditions du couple et puis également l'exploitation des CD découverts au cours de cette perquisition. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce qu'on peut le savoir? Alors ça, bien sûr, on est soumis au secret de l'instruction, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui a été découvert. Mais en règle générale, dans les perquisitions basques, on trouve beaucoup de documentation, des armes, des explosifs, et de plus en plus des scellés relatifs à l'usage de l'informatique. Alors là, par exemple, vous voyez ici, on a des CD qui ont été découverts au cours de certaines perquisitions. Tout ça fait l'objet d'un travail à la fois d'expertise et d'exploitation par les enquêteurs de la DNAT. Mais sur le couple interpellé, le chef de la DNAT ne nous en dira pas plus, pour cause de secret de l'instruction. L'homme et la femme ont été transférés au palais de justice et entendus par les juges de la section antiterroriste, Laurence Levert et Marie-Antoinette Ouivet. Impossible de les filmer, elles sont toutes deux des cibles d'ETA. En 2003, l'organisation a tenté d'assassiner le juge Levert. Elle vit désormais sous très haute protection. Aujourd'hui, le couple est incarcéré dans 2 prisons de la région parisienne. Les 2 étarras ont rejoint les 153 prisonniers d'ETA écroués en France. Des prisonniers qui ne sont pas oubliés par le milieu indépendantiste. Paris, gare Montparnasse, 6 h du matin. Tous les samedis, parmi les voyageurs, des dizaines de personnes arrivent de Bayonne et du Pays basque espagnol. Ce ne sont pas de simples touristes, ce sont les familles et les amis des activistes d'ETA venus voir leurs proches dans toutes les prisons de la région parisienne. Nous retrouvons Janine Berry, la mère de Laurencha, arrêtée par la DNAT il y a 4 ans. Avec elle, ils sont nombreux à venir au parloir de Fleury-Mérogis. Paris, gare Montparnasse, 6 h du matin. Tous les samedis, parmi les voyageurs, des dizaines de personnes arrivent de Bayonne et du Pays basque espagnol. Ce ne sont pas de simples touristes, ce sont les familles et les amis des activistes d'ETA venus voir leurs proches dans toutes les prisons de la région parisienne. Nous retrouvons Janine Berry, la mère de Laurencha, arrêtée par la DNAT il y a 4 ans. Avec elle, ils sont nombreux à venir au parloir de Fleury-Mérogis. Hier soir, au départ d'Andaï, on a été un peu plus de 100 à prendre le train de nuit pour arriver ce matin à Montparnasse. Parce qu'actuellement à Fleury-Mérogis, on a une 50aine, même un peu plus. Je pense qu'il y a plus de 50 prisonniers basques. Alors on vient ici pour une demi-heure ou 1 heure de visite. Je pense que c'est nous qui allons remplir le bus là. Là, je pense que tout le monde parle basque. Janine vient voir sa fille tous les mois depuis 2001. Après 4 ans et demi de détention, Laurencha attend toujours son jugement définitif. Dans 1 heure, je vais pouvoir l'embrasser, pas la prendre dans mes bras puisqu'il y a un muret et une tablette qui vont nous séparer. Donc le contact, ce sera l'embrasser, lui tenir les mains. Voilà, c'est... Ça fait des années maintenant que je n'ai pas pu prendre ma fille dans les bras. Je rêve du premier café que je vais boire avec ma fille. Certains étarras ont attendu leur jugement pendant plus de 15 ans. La France a même été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne pour ne pas avoir jugé les prisonniers d'ETA dans des délais raisonnables. À sa sortie de prison, la fille de Janine sera accueillie en martyr de la cause par les sympathisants indépendantistes. Car ETA n'abandonne jamais ses combattants. Nous sommes à Erezil, un village de montagne dans le Pays basque espagnol, au cœur du fief indépendantiste. Sur la place du village, ce soir, tout le monde soutient l'idée d'un Pays basque indépendant.
Nous assistons à un événement exceptionnel. Dans ce tout petit village, 400 personnes sont venues fêter la sortie de prison de Begoña Uzkudun il y a moins d'une semaine. Begoña Uzkudun a participé à plusieurs attentats en Espagne, causant la mort de 3 personnes. Elle vient de passer 18 ans derrière les barreaux. La femme qui prononce le discours d'accueil, c'est Itziar Arrizabalaga, autre responsable d'attentats récemment sorti de prison. Nous l'avions rencontrée en France, dans le bar de Bayonne. Ta libération est un moment si émouvant qu'on veut tous être avec toi et se soutenir les uns les autres. On n'oubliera pas, on ne pardonnera pas toute la souffrance qu'ils nous ont causée. Vive Begoña! Vive l'association des prisonniers basques! Vive le Pays basque libéré! Vive votre fierté pour les combattants basques! Des dizaines de personnes viennent embrasser celle que la justice espagnole considère comme une ancienne terroriste. Ils viennent la remercier d'avoir sacrifié 18 ans de sa vie à la cause basque. Tu as connu la prison comme beaucoup ici. Et maintenant, tu rentres chez nous comme l'hirondelle regagne son nid. Je remercie tout le monde d'être venu. Je ne sais pas si je mérite tout cela, mais je sais que ceux qui le méritent sont ceux qui sont restés en prison, ceux qui sont clandestins et continuent la lutte pour la liberté. Et ceux qui sont morts en chemin, tout cela, je veux les embrasser. Après plusieurs danses traditionnelles réservées aux personnages importants, le ton de la soirée se durcit. Place au message politique et violent. Sur fond de hard rock, un projecteur diffuse des clips de combats de rue entre la police et les jeunesses nationalistes basques. Un appel à l'engagement dans la lutte. On veut le dire clairement, il n'y a pas de victimes du terrorisme. Il y a des victimes du conflit, d'un côté comme de l'autre. Ce ne sont pas des terroristes. La suite du discours sonne mot pour mot comme le programme politique d'ETA. Nous allons ramener les prisonniers basques au Pays basque et tous ceux qui sont en fuite, les clandestins. On fera de notre mieux pour vous ramener au Pays basque. Sans amnistie des prisonniers politiques, il n'y aura pas de paix. Soudain, 2 hommes traversent la foule, les visages cachés par des cagoules. Ils viennent déposer un drapeau devant l'ancien Etara. Le serpent et la hache, c'est le drapeau d'ETA. Applaudis par la foule, les 2 hommes regagnent la clandestinité sans être inquiétés. 6 semaines plus tard, ETA déclare un cessez-le-feu. Euskadi Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. Une chance historique de régler un conflit vieux d'au moins 40 ans. Mais prudence, c'est la 3e trêve déclarée par l'organisation et ETA n'a pas déposé les armes.
Gora Euskal Herria Sozialista, JK independentzia eta sozialismoa lortu arte. La réconciliation sera nécessaire avant la paix durable. Aujourd'hui, la majorité du peuple basque veut tourner la page de la violence. ETA et les partis indépendantistes demandent l'autodétermination du peuple basque. Janine et les familles de prisonniers espèrent l'amnistie des 660 détenus ETA. Mais leurs victimes refusent toute libération anticipée. Place Beauvau, la DNAT continue de traquer les clandestins cachés en France. Gorka et les autres cibles d'ETA sont toujours sous protection rapprochée. Ils attendent le feu vert de Madrid pour remercier leur garde du corps et vivre enfin normalement dans un pays délivré du terrorisme. Voilà, c'est une enquête de Xavier Deleu. Jean-Charles Vidan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut de criminologie à SAS, Paris 2, Université Paris 2. Vous êtes spécialiste de l'Espagne et d'ETA et vous venez de publier d'ailleurs l'Espagne de Franco à Zapatero, qui est un abécédaire sur l'Espagne d'aujourd'hui et l'histoire de l'Espagne, tout simplement, aux éditions Atlantica. Alors, vous vous êtes intéressé il y a déjà quelques années à ETA. Ce qui est fascinant dans cette organisation, beaucoup plus que dans aucune autre, c'est le côté paranoïa, vie clandestine, loin du monde, qui développe finalement une espèce de dérive sectaire à l'intérieur de cette organisation. Oui, imaginez le jeune garçon, une vingtaine d'années, qui veut rentrer à l'intérieur d'ETA. Alors, il a déjà commis quelques actions à la limite du terrorisme, comme jeter des cocktails Molotov contre des abribus, des stations-service, enfin un peu n'importe quoi. Et un jour, il décide de sauter le pas. Alors, il est repéré par ETA, qui l'attend à la gare de Hendaye, de Bayonne. Et à ce moment-là, lui qui rêvait de chevauchée romantique, eh bien, se retrouve habitant un 3e étage d'un immeuble glauque ou une petite maison, un pavillon de banlieue. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Le maître mot du terroriste ETA, c'est l'attente. Il ne se passe rien et il se passe des mois et des mois avant de recevoir un ordre ou son contre-ordre ou une action, simplement une action, aller déposer une bombe quelque part. Et comme le dit le sujet, ça fait maintenant 3 ans que ETA n'a tué personne. Mais sur le plan idéologique, ils se nourrissent de quoi? De marxisme-lénisme, de maoïsme? L'idéologie profonde, c'est l'indépendance du Pays Basque. Et puis, il y a un vieux fond, effectivement, de marxisme, léninisme, en même temps qu'il y a un vieux fond de catholicisme. C'est ce mélange un petit peu indistinct qui fait que ETA est une organisation qui ne ressemble à aucune autre. Mais le père du nationalisme basque lui-même était à la fois ultra-catholique et ultra-nationaliste, et même il prônait une espèce de purification ethnique dans le Pays Basque, à la fois espagnol et français. Alors, vous faites référence à Sabino Arana, qui, on parle des années 1890, 1900, effectivement... Oui, il a créé son parti en 1895, me semble. C'est ça, le PNV, qui actuellement est au pouvoir à Vitoria et au Pays Basque. Et Sabino Arana a tout inventé. Il a inventé le drapeau basque, il a réinventé la langue basque, en inventant donc des tas de néologismes, qui fait qu'il est vénéré dans tout le Pays Basque, alors que s'il vivait en France aujourd'hui, il tomberait sous le coup des lois Guesso, etc., pour racisme, parce que pour lui, tout ce qui n'est pas basque est un étranger, des métèques. C'est vraiment du racisme pur et dur. Alors que représente-t-elle aujourd'hui cette idéologie au Pays Basque ? Si on se borne aux chiffres, imaginez un cône inversé. L'Espagne, c'est 44 millions de personnes. Le Pays Basque espagnol, ce sont 2 millions de personnes. Et les proches d'ETA, ceux qui votent pour une liste se revendiquant peu ou prou d'ETA, c'est 150 000 personnes. Il y a eu l'année dernière, au mois d'avril, une élection, donc on a pu mesurer exactement 150 000 personnes. Et ETA, aujourd'hui, c'est combien de personnes ? Bon, on ne sait pas, parce qu'ils sont clandestins. Donc, mais c'est entre 100 et 200 personnes. On va dire 150. Autrement dit, le phénomène séparatiste basque, un peu violent, c'est 150 000 plus 150 personnes. Ce n'est rien par rapport
aux 2 millions de personnes du Pays Basque, espagnols, et aux 44 millions d'Espagnols. Alors, on le voit, et vous le disiez là tout à l'heure, ces militants basques sont capables de vivre dans la clandestinité pendant des années. Ça fonctionne un peu comme une secte, Théa. Ça fonctionne en tout cas en vase clos. On se fréquente entre soi, on se marie entre soi, on ne voit que des gens faisant partie de ce milieu et on a un seul but commun. Je vais vous donner un simple petit exemple. Lara Heitz, la sœur d'Anne Boto, qu'on voyait sur le sujet, je l'ai rencontrée lorsque j'ai écrit avec Graciane Astoy le livre Miquel de Soledad. Et j'ai lu dans ses yeux une vraie décision. Cette fille est décidée, elle est pour la lutte. Et puis j'ai rencontré le père, un géant, béret basque, 2 mètres de haut, 110 kilos, un personnage. Et ce type a quitté la maison et ses 3 enfants parce qu'il avait peur d'être détenu par la police. Pendant 20 ans, il a fait des petits boulots en France, dormant dans les granges, servant de babysitter, de n'importe quoi, et puis il est enfin revenu. Et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais votre fille, elle vient de passer 12 ans en clandestinité, et puis elle risque 30 ans de prison. Ça vous fait rien? Et il m'a répondu, monsieur, c'est la lutte. Et là, je pense avoir beaucoup compris du côté sectaire d'ETA. Est-ce que vous croyez à cette trêve décrétée par ETA il y a 2 mois maintenant? Alors j'y crois énormément, sauf que c'est la 11e trêve depuis le début. Oui, on a beaucoup dit que ces trêves ont souvent servi à l'organisation pour se restructurer, se refinancer, récupérer de la dynamite ou autre pour commettre d'autres attentats et surtout recruter aussi. Oui, c'est exemple la trêve de 1998 qui avait duré 17 mois et ETA a reconnu après que c'était une trêve en trompe-l'œil, qu'elle avait été imaginée pour reconstituer les arsenaux, recruter, etc. Donc là, cette trêve qui a été décidée depuis le mois de mars... Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est la bonne? Ce qui me fait croire que c'est la bonne, c'est que ETA vit le pire moment de son existence. Les chefs sont en prison, l'argent manque, les militants foutent le camp parce qu'il n'y a plus grand espoir d'avoir un jour un Pays basque indépendant. Donc c'est maintenant qu'il faut négocier quelque chose et le moment pour ETA est bien choisi. Est-ce qu'on emploie la bonne méthode pour combattre ETA? La méthode jusqu'à présent, depuis Franco jusqu'à Aznar, ça a été la méthode du bâton. Depuis toujours, on tape sur ETA dans le but de résorber les troupes et qu'il n'existe plus un seul militant. Et le problème, c'est que pendant très longtemps, la France a servi de sanctuaire, ce qui n'est plus le cas depuis quelques années. Oui, mais ça a été un vrai appel d'air, un bol d'air pour les militants d'ETA qui ont considéré que le sol français était un sanctuaire, un refuge. Et puis, le tir a été corrigé, en particulier par François Mitterrand et par Felipe González, le Premier ministre espagnol de l'époque. Et les militants d'ETA ont été pourchassés depuis maintenant une vingtaine d'années. Et on peut dire que sur 3 militants arrêtés, il y a 2 militants aujourd'hui qui le sont en France. Merci Jean Chelvidan d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission préparée par Hélène Rizacher, Jean-Marie Tricot, Valérie Troisier, production Vanessa Varon, réalisation Olivier Béguin. Dans un instant, vous retrouvez Estelle Denis pour 100% foot. Bonne soirée sur M6.